Bienvenue sur Global Africa Télé Sud. L'identification des personnes sur le continent africain questionne et comporte des enjeux notables, notamment sur l'économie, le contrôle des naissances et la déclaration des naissances à l'état civil, le recensement des populations, la santé et bien sûr l'éducation. Quels acteurs sur le terrain africain pour tenter de résoudre ce problème? Avec quelles méthodes et quels dispositifs? Mesdames et messieurs, étapes, succès et limites de l'identification, des personnes en Afrique est le sujet de votre rendez-vous 3 en Afrique sur Global Africa Télé Sud ce 13 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Carmen Févillier. Je suis encore ravie de vous recevoir avec mes deux invités sur le plateau, Monsieur Marc Piepersz, directeur général de Copernic, et André-Franck Ayono, délégué général du Fonds Urgence Identité Africa. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour Carmen. Bonjour, Carmen. Alors, je me suis sentie un peu stressée de vous recevoir. Je ne sais pas pourquoi. Non, pas de raison. Tout à fait, il n'y a pas de raison, comme le dit Marc. Alors, peut-être que la question est assez épineuse en Afrique, sur l'identification des personnes sur le terrain africain. Alors, j'ai devant moi deux personnes de terrain. Et je vais commencer par M. Piepersz. Monsieur Piepersz, vous êtes, je rappelle que vous êtes le directeur général de Copernic. C'est ça. Une entreprise parmi les leaders dans le secteur, notamment en France. Tout à fait, oui. Oui. Et vous intervenez dans la conception, la fabrication et le déploiement des dispositifs biométriques. Tout à fait. Portables et des logiciels de premier ordre, que je vois ici déjà. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Exactement. Et j'ai à côté Monsieur André-Franck Ayono. Monsieur André-Franck Ayono, bienvenue. Merci, bonjour. Sur Global Africa et merci de votre présence. Vous êtes délégué général, comme je l'ai dit, du Fonds Urgence Identité Afrique, dont l'objectif est d'accroître le nombre d'enregistrements de naissance à l'état civil en Afrique. Et donc, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Et nous partons de notre débat. Alors, monsieur Piepersz, je peux vous appeler par votre prénom. Bien sûr. Cher Marc. Alors, état civil, procédure électorale, entreprise, santé, éducation, dématérialisation des administrations. Quelles solutions apportez-vous en Afrique et dans quel domaine? Est-ce que ce sont dans les domaines que j'ai cités? Alors clairement, Copernic, c'est une société qui est basée à Aix-en-Provence et qui a toujours été axée sur la biométrie. Donc la biométrie et la mobilité, ce sont vraiment les deux axes forts de la société. Et on a toujours voulu faire en sorte que la possibilité de prendre ou de vérifier des identités en utilisant la biométrie soit possible partout et à tout moment. Et on sait que notamment l'ONU, en 2015, a édicté ce qu'on appelle les Sustainable Development Goals, donc les objectifs de développement durable, oui. Et dont l'un d'entre eux, donc c'est le 16.9, était que toute personne à l'horizon 2030 puisse bénéficier d'une identité légale. Oui. Et que pour cela, la prise de biométrie était un moyen vraiment adapté pour permettre justement de pouvoir prendre l'identité, donner une identité légale à tout le monde sur la planète. D'accord. Alors, je vous arrête là pour l'instant et je me tourne vers Franck. Cher Franck, bénéficier d'une identité légale, c'est le cœur de votre activité sur le terrain. Mais avant tout, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce une urgence en Afrique ? Alors, c'est une urgence en Afrique parce que la Banque mondiale estime qu'il y a aujourd'hui sur le continent africain plus de 500 millions de personnes qui ne peuvent pas prouver leur identité. Oui. Et donc, on estime, et c'est notamment le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donc l'UNICEF, qui estime qu'il y a sur ces 500 millions de personnes, 91 millions d'enfants de moins de 5 ans
qui aujourd'hui ne sont pas déclarés à naissance ni enregistrés, c'est-à-dire qu'ils ne détiennent pas un acte d'état civil. Et donc, voyons la proportion de ces populations, qu'elles soient adultes et enfants confondus, 500 millions, sur 1,4 milliard d'habitants que constitue donc la population du continent africain. On se dit que c'est énorme. Ça fait, j'allais dire, aujourd'hui, un peu moins de la moitié de la population africaine qui n'est pas en situation de prouver son identité. Alors, je veux bien spécifier ce que ça veut dire ne pas prouver son identité. C'est trois catégories d'individus. Première catégorie, ce sont ceux qui n'ont pas été déclarés à la naissance et qui, finalement, ne possèdent pas un acte de naissance. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui, pour diverses raisons, ont perdu leur titre d'identité et donc aujourd'hui sont dans l'incapacité de se faire établir un nouveau titre d'identité. Et donc on considère que c'est la seconde catégorie de personnes. Et enfin, la troisième catégorie de personnes, ce sont vraiment ceux qui aujourd'hui, pour diverses raisons, ont perdu leur titre d'identité dans les conflits, dans les migrations, donc les changements ou du moins les relations transfrontières et autres qui ont perdu leur titre d'identité et qui sont aujourd'hui en demande de nouveaux titres d'identité pour pouvoir prouver cette dernière. Donc voilà un peu, je veux dire, le magma de gens qui se retrouvent dans ce chiffre qui fait effroi et qui montre que, bien sûr, toutes les conséquences qui peuvent en découler du fait qu'une personne ne soit pas en mesure de prouver son identité. Donc, je rappelle que la problématique de l'identification des personnes n'est pas l'apanage de l'Afrique. C'est une question qui concerne le monde, notamment l'Inde, je pense. Tout à fait. Oui. Et donc, cher Franck, qu'est-ce qui contribue au fond? Alors, c'est vrai, pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux continents dans lesquels donc ce problème se pose avec acuité, c'est le continent africain et le continent asiatique, mais plus précisément, on va dire l'Asie du Sud. L'Asie du Sud, où en Inde, aujourd'hui, on a plus ou moins réglé cette question. Réglé, oui, il y a eu un grand programme qui s'appelle le programme ADA, qui a permis d'attribuer une identité à tous ceux qui vivent sur le territoire indien. Non seulement les Indiens, mais ceux qui sont aussi résidents sur le territoire. Et c'est cette dynamique qui a été impulsée par le programme ADA mise en place en Inde que la Banque mondiale et les organisations internationales souhaitent impulser sur le continent africain. Donc ça, c'est la première chose pour répondre à votre question. Alors pourquoi on en est arrivé là? Les causes sont innombrables, mais on peut les classifier. Moi, trois grandes causes. La première cause, c'est d'abord, il faut comprendre que aujourd'hui, la déclaration de naissance doit se faire dans un processus qui est continu, un processus qui est permanent, un processus obligatoire, un processus universel. Et il découle bien sûr des instruments juridiques que la plupart de nos États ont ratifiés. Donc c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en Afrique, c'est également la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule dans son article 7 que tout individu doit pouvoir avoir reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc pour revenir aux causes, c'est le fait que, notamment sur le continent africain, il a des causes légales. Souvent, les législations de nos États ne sont pas en conformité, les législations nationales ne sont pas en conformité avec les textes internationaux. Et voilà. Ce qui fait que, par exemple, dans certains pays africains, la femme seule ne peut pas aller déclarer son enfant. Il faut qu'elle soit accompagnée du mari. On va revenir sur cette situation, mais je voudrais revenir vers M. Peepers, Marc. J'ai une question très pratique parce que vous êtes des hommes de terrain, vous êtes en Afrique pour essayer de régler les problèmes que vivent les Africains au quotidien. Alors, cher Marc, je voudrais savoir comment faites-vous? Est-ce efficace sans eau et électricité dans les villages, dans les villes qui subissent des coupures intempestives d'eau et d'électricité? Comment faites-vous face à cela?
Alors là, justement, c'est vrai que le problème de l'accès à l'eau et à l'électricité est un problème forcément extrêmement grave et qui empêche le développement forcément de beaucoup d'initiatives. Oui. Nous, on est là pour créer des objets de technologie qui justement sont indépendants vis-à-vis de la disponibilité des ressources. Et c'est pour ça qu'on a créé ces équipements qui sont extrêmement mobiles. Oui. Alors je vous explique très rapidement. Ceci par exemple, c'est une tablette, donc une tablette Android. Aujourd'hui, tout le monde connaît Android et les capacités de ce système d'exploitation. Vous pouvez bien Google. montrer face à la caméra. Oui, alors je montre. C'est par là, oui. Voilà. Qui est équipé donc avec tous les moyens de communication pour pouvoir se connecter en 3G, 4G, 2G, SMS. SMS. Voilà, aussi le Wi-Fi, le Bluetooth, enfin tout ce qui est possible d'utiliser en moyen de communication, qui dispose d'un capteur. Et là, on est sur un capteur d'empreinte digitale vraiment fait pour aller sur le terrain et qui permet de prendre les 4 doigts, voilà, les 4 doigts de la main droite, les 4 doigts de la main gauche. Et ce n'est pas allumé? Et les 2 pouces. Alors là, je ne l'ai pas allumé, mais on pourra faire... voilà, là, je l'ai allumé. D'accord. On pourra faire une démonstration si vous voulez, il n'y a aucun problème. Et ensuite, eh bien, une caméra pour prendre les photos du visage avec 2 LED d'illumination pour justement pouvoir avoir vraiment des photos qui sont de bonne qualité. Et puis aussi une caméra bien spécifique avec des LED bien spécifiques aussi pour pouvoir faire la capture de l'iris. De l'iris. Voilà, de l'iris, puisque il faut comprendre que quand on va sur le terrain pour prendre la biométrie des personnes, Oui. il est beaucoup plus efficace de pouvoir prendre différentes biométries. Parce que les situations sur le terrain, on peut avoir des gens avec les empreintes digitales qui sont abîmées, usées, parce qu'ils travaillent la terre, etc. On peut avoir des doigts blessés, donc on ne va pas pouvoir prendre toutes les empreintes digitales. Et du coup, rajouter la capacité de prendre le visage pour faire de la reconnaissance faciale ensuite, ou de prendre les iris pour faire de la reconnaissance d'iris, permet vraiment de compléter complètement le spectre de la biométrie et d'avoir la possibilité de le réutiliser par la suite. Et est-ce que les populations dans les villages acceptent facilement de se faire enrôler? Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut parler. Enregistrer, enrôler. Alors c'est vrai qu'enrôler a un par petit côté martial. Oui. Ce n'est pas très agréable. Mais oui, c'est extrêmement bien accueilli à partir du moment où ça part dans un processus pour donner des droits. Peut-être un droit de vote, peut-être un droit à une aide, peut-être un droit à un crédit. Il y a plein d'applications autour de la biométrie. Et à partir du moment où effectivement ce processus-là est encadré juridiquement et poussé par l'État, etc., c'est extrêmement bien accueilli. Et aussi la sensibilisation. Et aussi la sensibilisation, évidemment, c'est extrêmement important d'avoir des campagnes de sensibilisation, de bien expliquer aux personnes à quel point ces dispositifs vont leur apporter des droits supplémentaires. D'accord, donc sans électricité, vous pouvez travailler. Exactement, on a même poussé le développement jusqu'à... Donc on a ici une batterie qui est extrêmement puissante. Et on a aussi développé donc, des systèmes à panneaux solaires. Donc on peut mettre tout ça dans un sac à dos, partir sur le terrain pendant plusieurs jours, utiliser les panneaux solaires pour recharger une batterie pendant qu'on utilise l'appareil. Et comme ça, virtuellement, indéfiniment, pouvoir remplir la mission d'enregistrement. Et la connexion Internet? Et la connexion Internet, du coup, d'où ce qu'on appelle nos appareils, on dit qu'ils sont parfois connectés. Parfois. Parfois connectés. Donc, la plupart du temps, en réalité, ils ne sont pas connectés. Ils peuvent fonctionner en totale autonomie. Stocker les enregistrements de manière sécurisée, ça c'est extrêmement important aussi, parce qu'on est là sur des données qui sont sensibles. Et on a absolument l'obligation de les protéger. Et donc, on peut enregistrer localement de manière chiffrée, donc complètement indéchiffrable par quelqu'un qui n'aurait pas la clé de chiffrement. Et ensuite, quand on voit du réseau, quand on est en capacité de se connecter avec les serveurs centraux, à ce moment-là, on va pousser la donnée vers le serveur central et vider la mémoire de la tablette. D'accord. Je vois Franck en train de réagir. Qu'est-ce que Franck Marc pourrait apporter dans vos activités? Alors, je crois que les instruments que Marc nous a apportés sont très intéressants aujourd'hui parce qu'on constate que l'Afrique est dans un processus de digitalisation.
et où le numérique a intégré, a pénétré toutes les couches de la société, notamment à travers le téléphone portable. On sait que l'un des continents où le téléphone portable a la plus forte pénétration, c'est le continent africain. On va dire, voilà, sur les 1,4 milliard d'âmes qu'il y a sur le continent africain, allez, on estime à peu près 1 milliard de téléphones portables en circulation, qu'ils soient téléphones simples ou téléphones ou smartphones. C'est intéressant parce que, en principe, l'état civil qui permet donc d'enregistrer la naissance était au départ une fonction déclarative et administrative qui se faisait sur le papier. Et on sait ce qu'il est advenu du papier en termes de conservation, de manipulation, les conflits bien sûr, où généralement lorsqu'il y a un conflit armé, on le sait, c'est l'état civil qui est le premier détruit, qui est le premier touché. Les gens font, je ne sais pas si ils font exprès, mais l'idée c'est de faire disparaître de la mémoire des territoires les gens qui y vivent, qui sont nés, et donc effectivement c'était un grand problème. La biométrie, donc la technologie, l'innovation vient ici combler, j'allais dire, les faiblesses endémiques de l'état civil, qui était l'état civil sous format papier, en termes pour la conservation des données, l'archivage et autres. Et donc aujourd'hui, on est en train de glisser d'une identité juridique à une identité numérique. Numérique, oui. Voilà, avec des éléments biométriques. Avec l'iris, ça fait science-fiction quand même. Tout à fait, donc ça fait son bien. Je veux dire, la seule préconisation que je vais observer par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas que, la technologie devienne un totem. Il faut, sur le continent africain, il faut que d'abord qu'on puisse étudier les deux, qu'on ait une identité hybride qui utilise autant le papier qu'autant que les services du numérique que nous avons proposés. Parce que comme avec le téléphone portable, l'Afrique peut enjamber directement et passer dans la science-fiction. Oui, tout à fait. C'est le fameux saut de la grenouille. Oui, oui. Tout à fait. Alors, cher Marc, quelle est votre stratégie de déploiement en Afrique ? Alors nous, notre stratégie de déploiement, elle se base principalement sur deux axes. Le premier, c'est déjà de faire connaître la disponibilité des outils. Oui. Et pour ça, on participe notamment, et c'est là qu'on a fait connaissance avec Franck, à l'Assemblée générale du mouvement ID for Africa, qui est vraiment l'événement annuel le plus important qui réunit de nombreux pays et de nombreux acteurs de l'identité et qui justement a cette réflexion sur qu'est-ce que l'identité, comment la gérer, quelle est la bonne législation à apporter, quelle est la bonne technologie à utiliser. Donc déjà le premier axe c'est de faire savoir au monde qui réfléchit à cette gestion d'identité qu'il y a des outils technologiques qui sont disponibles et qui permettent d'aller jusqu'au dernier kilomètre dans tous les territoires. Et ça, c'est très important. Vous appelez dernier kilomètre, c'est votre expression. C'est ça, c'est vraiment notre expression parce que nous, c'est là qu'on concentre en fait principalement nos efforts, puisque nous, on connaît la difficulté du terrain, la difficulté de la mobilité poussée à l'extrême, l'ultra-mobilité. Oui. Et là où il y a des dispositifs qui sont très efficaces et qui sont particulièrement utiles dans des grands centres urbains, là où vous pouvez aller mettre un bureau dans lequel les gens vont venir pour faire cet enregistrement biométrique, ben ces bureaux-là, vous ne pourrez pas les transporter sur le terrain, vous ne pouvez pas les mettre dans un sac à dos, vous ne pourrez pas toucher l'ensemble de votre population. Et c'est là que nous, on dit, ce dernier kilomètre qui est tellement difficile à franchir et qui permet d'avoir vraiment une identité totalement inclusive, avec l'intégralité de la population, c'est-à-dire les gens qui sont loin, les gens qui sont dans des endroits reculés, qui n'ont pas forcément accès à l'eau et à l'électricité, ou bien des gens qui ne peuvent pas se déplacer, parce que peut-être ils sont hospitalisés, parce que peut-être ils ont des difficultés de mobilité. Nous, on fait en sorte que 100% de la population puisse être complètement, faire partie du processus. Et la médecine en ligne, qu'en est-il de vos actions sur, par exemple, la médecine en ligne ? La médecine, pardon En ligne. Ah, la médecine en ligne. Oui. Alors là, on va être sur des outils qui seront plus basés sur ce que les gens possèdent chez eux. D'accord. C'est-à-dire plus sur le smartphone ou l'ordinateur. Oui. Et la connexion Internet. D'avoir une connexion Internet. Oui, qui, dans certains pays, est encore chère. Voilà, exactement.
Ouais. Et donc, vous êtes sur quel pays de manière pratique? Alors, Je sais que Urgence Identité Afrique a fait le Togo. Oui, tout à fait. Et le Sénégal? Alors non, on n'a pas encore fait le Sénégal, c'était ce qui était annoncé au début de, oui. de la création de notre structure qui est récente, hein. Ça fait 4 ans que nous sommes oui, 2020. portés sur, 2020, les fonds oui. baptismaux. Nous sommes, bien sûr, le fonds est hébergé par la Fondation Roi-Baudouin en oui. Belgique. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus de détachement où on souhaite mettre en place la structure en Afrique. Et donc, c'est ce qui nous occupe, j'allais dire, dans les jours et les semaines à venir. D'accord. Et donc, Marc? Oui, donc les terrains, les pays. Voilà, les pays. Alors, c'est justement, et là, vous me permettez de rebondir sur le deuxième axe. Donc, j'avais dit au premier axe, c'était vraiment de se faire connaître des décideurs. Le deuxième axe, c'est de se développer localement en s'appuyant sur des partenaires locaux. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Ah oui, ça, c'est très important. Ouais, c'est profondément ancré dans notre ADN, dans notre façon de travailler. Oui. C'est-à-dire qu'on veut absolument que les appareils, qui sont des appareils de technologie, puissent être maintenus, exploités localement par des partenaires locaux, auxquels on donne accès à notre technologie. Et donc vous transmettez la connaissance. On transmet la connaissance, tout à fait, et on donne aussi accès, puisque nous sommes fabricants de ces appareils, on donne aussi accès aux pièces détachées pour pouvoir faire la réparation localement. D'accord. Voilà, et donc on est une petite entreprise française, hein, on est une quarantaine de personnes, pas plus. Alors, vous êtes une entreprise française, et c'est très important, je tiens à le relever, parce que beaucoup d'Africains recherchent justement le transfert des connaissances. Et j'espère que ce n'est pas, ce que je dis, ça ne va pas être mal perçu, mais ça crée la différence entre les partenaires français et les autres partenaires sur le terrain africain que je ne citerai pas. Ouais, en tout cas, c'est vraiment, voilà. nous, c'est vraiment une façon de travailler qui est extrêmement importante. Parce qu'on ne peut pas tout gérer depuis la France. Et c'est beaucoup plus efficace pour l'économie locale comme pour la mission qu'on cherche à réaliser, que tout ça soit géré localement par nos partenaires. Et donc, pour revenir à notre présence en Afrique, tout a commencé en 2011 quand on a été sélectionné pour fournir les terminaux d'identification biométrique pour les élections présidentielles au Ghana de 2012. Oui. Et donc, voilà, toute la vérification des personnes qui sont venues voter a été faite avec des appareils fabriqués par Copernic. Copernic, oui. Et donc, le processus était qu'il y avait eu un enregistrement de la population vraiment à grande échelle. Donc, toutes les personnes, pour être inscrites sur les listes électorales, étaient passées par ce processus d'enregistrement qui avait été fait par d'autres matériels. Et nous, on s'est occupé de la partie vérification, c'est-à-dire que chaque bureau de vote disposait d'un ou plusieurs appareils de ce type-là. Alors, ce n'était pas exactement celui-là, hein, c'était en 2012, ils étaient beaucoup plus rustiques. Mais en tout cas, ils étaient équipés d'un capteur d'empreinte digitale. Ils contenaient la liste des personnes qui pouvaient accéder au bureau de vote, qui pouvaient voter dans ce bureau de vote. Et pour qu'ils aient accès au bulletin, il fallait qu'ils prouvent de manière biométrique que c'était bien les bonnes personnes. Et donc, avec leur empreinte digitale, on vérifiait qu'ils étaient bien inscrits ici, que ça correspondait bien au numéro d'enregistrement dans les listes de vote. Et à partir de là, ils pouvaient passer vraiment à aller voter. Donc, ça a commencé au Ghana. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs autres projets, notamment au Burkina, où on s'est occupé des artisans miniers. Voilà, pour leur fournir une carte professionnelle. D'accord. Où là, on a exactement une partie d'identité numérique et une partie d'identité sur un support. Du coup, cette carte professionnelle permet aux inspecteurs qui vont vérifier sur le terrain que les artisans miniers ont bien le droit d'exercer ce métier-là, de pouvoir vérifier qu'ils disposent de la bonne carte et que cette carte contient les bonnes données. D'accord. Alors, vous parlez de carte professionnelle. Je vais revenir vers vous pour parler d'entreprise. Ouais. Mais en attendant, je reviens vers Franck. Alors, à quelle étape êtes-vous aujourd'hui avec Urgence Identité Afrique ? Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de
d'acquérir notre indépendance, c'est-à-dire que donc nous sommes sous la coupole, encore sous la coupole de la Fondation Roi Baudouin. Maintenant, nous allons créer une fondation, puisque notre structure est une fondation abritée. Donc nous sommes sous l'égide de la Fondation Roi Baudouin. On cherche maintenant à s'en détacher et à créer une structure propre, donc une fondation africaine qui soit basée en Afrique et qui donc travaille continuellement sur la problématique de l'enregistrement des naissances. D'accord. Et quelles sont les parties prenantes Alors, les parties prenantes, c'est que nous souhaitons faire en sorte que le mécénat et la philanthropie africaine, qui est très peu développée, notamment dans la partie francophone. Autant la partie anglophone, c'est un peu des habitudes dans le monde anglo-saxon de voir des gens fortunés donner une partie de leur richesse pour des causes. Autant dans la partie francophone, on a encore, j'allais dire, un peu réservé, réticent. Et donc, mais on voit que de plus en plus monte en puissance c'est un nombre de personnes qui, soit parce qu'ils sont dirigeants d'entreprise, soit parce qu'ils ont des fortunes personnelles, qui veulent s'investir dans des causes. Et donc, la cause de l'enregistrement des naissances, c'est une cause noble et comme le rappelait Marc tantôt, c'est un ODD, donc c'est un objectif de développement durable. D'ici 2030, nous devons faire en sorte que tous les habitants de la Terre aient une identité juridique grâce à l'enregistrement des naissances. Grâce à l'enregistrement des naissances. Donc, il faut pouvoir atteindre cela et quand on dit cela, c'est 100% d'enregistrement des naissances, donc de tous les nouveau-nés et tous les enfants qui sont en âge, qui n'ont pas été enregistrés, mais également aussi l'enregistrement des décès. Oui, parce que les décès, aujourd'hui, on estime en Afrique qu'il n'y a que 10% des décès qui sont enregistrés à l'état civil. On doit atteindre 80% d'ici 2030. Une question culturelle qui limite un peu les choses. Alors oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, même sur l'enregistrement des naissances, on va dire, il y a le poids des traditions, les pesanteurs sociologiques, les religions, aussi le poids des religions, qui font que des parents décident tout simplement de ne pas faire cette démarche volontaire obligatoire d'aller déclarer leur enfant. Et dans ce cas, que faites-vous? Ce qu'on fait, nous, on procède, l'idée pour nous, c'est de sensibiliser, d'axer notre action sur la sensibilisation. On considère que tout nouveau-né doit devenir un citoyen à part entière. Parce qu'une fois qu'on est déclaré, c'est en ce moment qu'on devient citoyen, pour éviter que des questions liées à la patrie, ou notamment à toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir de nationalité, faire aussi en sorte que les enfants dont peut-être les parents ne sont pas auprès d'eux, qu'ils aient la possibilité d'être déclarés à l'état civil. Et puis, dans tous les cas, je veux parler des mères, les mères seules. On a aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont soit des mères célibataires, soit des femmes qui ne sont pas mariées, qui ont des difficultés à aller déclarer leur enfant. Donc, il faut aussi faire bouger la législation. Alors, il y a effectivement la question du coût. Je suis d'accord avec vous. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que la détention d'un acte d'état civil soit gratuit. Voilà. Autant la déclaration est gratuite. Aller déclarer son enfant à la mairie, généralement, dans la plupart des pays africains, la déclaration est gratuite. Or, ce qui est payant, c'est la possession de son acte de naissance suite à cette déclaration, une fois que l'officier d'état civil. Les droits de timbre. Alors, c'est des droits de timbre, ce n'est pas si cher que ça, mais pour certaines familles, notamment les familles en grande difficulté, défavorisées, qui ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, c'est un coût. C'est un coût dans lequel il faut intégrer non seulement le prix de l'acte de naissance, mais le prix du transport. Puisque généralement les chambres d'état civil sont éloignées des domiciles des parents. Et on sait aussi dans le monde rural que beaucoup de femmes encore accouchent à domicile. Oui. Et donc ça aussi, il faut intégrer cela pour pouvoir permettre aux parents d'aller faire cette démarche obligatoire, universelle. Quel délai lorsqu'une femme accouche à son domicile? Quel délai est là pour déclarer son enfant? Alors ça varie selon les pays. Généralement, la déclaration, ce qu'on appelle les déclarations suivant les législations, elles oscillent entre 2 mois et 6 mois. D'accord. Voilà. Donc, généralement, une femme qui met un enfant au monde a entre 2 mois et 6 mois en Afrique, en général, en Afrique subsaharienne, pour aller déclarer son enfant. Mais malgré le temps qui est consacré pour cette déclaration, souvent, on a encore beaucoup d'enfants, beaucoup de déclarations qui se font hors délai. Qui sont hors délai et qui malheureusement, lorsque c'est un délai, c'est un coût supplémentaire. Parce qu'il faut passer, en plus, il faut passer par la justice pour avoir un coût supplémentaire encore plus un jugement supplétif. Et voilà, c'est un coût supplémentaire. Tout à fait.
Alors, cher Marc, je reviens vers vous pour parler d'entreprise. On va parler d'entreprise, donc des personnes morales qui sont identifiées, qui doivent être identifiées. Je vais commencer plutôt par l'économie informelle, parce que l'économie informelle en Afrique, elle est très vaste. Hein. C'est un problème encore assez épineux. Et donc, pour les téléspectateurs, et donc l'économie informelle, c'est l'activité économique réalisée sans régulation de l'État. Ce n'est pas fiscalisé, donc ni déclaré. Il en résulte une perte fiscale des États. Et donc, quelles solutions vous pouvez apporter, que Copernic peut apporter dans l'enregistrement de ces activités commerciales? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des chiffres sur l'économie informelle qui montrent qu'il y a à peu près un gros tiers du PIB qui est réalisé dans l'économie informelle et à peu près 70% des gens, des travailleurs, travaillent dans l'économie informelle. Donc, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée du manque à gagner pour l'État, oui. Qui du coup, par effet de communicant, a beaucoup moins de moyens pour pouvoir aider l'économie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose là qui est de l'ordre du dysfonctionnement et qui est une sorte de cercle vicieux. L'économie informelle étant par nature dynamique, dérégulée, assez inventive, ça c'est assez clair, mais par contre ne bénéficie pas à l'État et ne peut pas bénéficier des aides de l'État. Oui. Donc clairement, c'est sûr que c'est un sujet qui a vraiment une grande importance et qui, je pense, quand on a vraiment l'ambition de faire se développer un pays, est un sujet sur lequel il faut arriver à convaincre les acteurs de l'économie informelle qu'il y a un bénéfice à passer dans l'économie formelle. Nous, qu'est-ce qu'on peut proposer là-dedans ? Évidemment, on n'est ni législateur, ni fournisseur de solutions complètes d'enregistrement d'entreprises. Par contre, on est capable de fournir des outils pour que les personnes qui voudraient s'enregistrer auprès de l'économie formelle puissent le faire de façon la plus simple et la plus directe possible. Exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui veut déclarer son entreprise, qui pour pouvoir déclarer son entreprise aurait besoin de s'identifier. À partir du moment où il y a eu de l'identification biométrique possible, on peut fournir dans les bureaux, par exemple, de l'administration, des équipements qui vont permettre très rapidement d'enregistrer les personnes, voire d'envoyer sur le terrain des gens de l'administration pour pouvoir enregistrer des sociétés, enregistrer des dirigeants, enregistrer des travailleurs. Donc ça, clairement, c'est des technologies qui sont totalement disponibles. Maintenant, il faut aussi que les acteurs de l'économie informelle y voient un bénéfice. Et de la volonté aussi. Et il faut qu'ils voient ce processus comme simple et efficace. Et là, malheureusement, nous, on ne pourra pas y faire grand-chose. Ça vient vraiment... ça doit venir d'une réelle volonté politique, d'une simplification de l'administration. Et je pense que ce sont des sujets et des problématiques qui sont à l'étude dans beaucoup de pays. Est-ce que vous êtes positionné Alors, nous, on a vraiment participé à des actions de simplification de certaines parties de l'État. Quel pays, par exemple ? Alors, par exemple, en Guinée, grâce à nos outils, tous les fonctionnaires de l'État ont été enregistrés, ce qui permet déjà d'avoir un État clair. Vous participez au e-gouv. Voilà, exactement. Oui. Tout à fait. Et donc, ça permet d'enregistrer les gens, déjà de savoir que les personnes qui travaillent pour l'État sont bien identifiées, bien enregistrées, etc. On a travaillé aussi en République démocratique du Congo pour enregistrer tout le personnel militaire. D'accord. Voilà, et donc là, c'est aussi la même démarche, vraiment de connaissance de sa propre administration, de ses propres forces militaires, d'être certain que tout le monde est bien enregistré, a bien les droits de détenir une arme, par exemple, de percevoir son salaire, etc. Donc il y a vraiment des initiatives de ce type-là qui fleurissent un peu partout sur le continent. Et nous, forcément, on est fournisseurs
des solutions pour permettre très simplement de mettre en œuvre les politiques. Mais évidemment, ce sont des politiques qui doivent venir de l'État et avec vraiment cet esprit de simplification, de facilité et qui, je pense, fait partie de ces sauts dont on parlait. Oui. Sur lequel beaucoup de pays en Afrique sont vraiment capables, disposés à le faire. Et je pense qu'en plus, on a la plupart du temps une population qui est en demande et qui est beaucoup moins, on va dire, craintive, comme peut l'être les populations plus traditionnelles en Europe, qui depuis longtemps se posent des milliards de questions sur l'utilisation de la biométrie par l'État, etc., mais qui par contre n'ont aucun problème à donner à Apple ou à Samsung ou à Google son visage, son empreinte, etc. Peut-être parce que ce n'est pas français. Je ne sais pas. Alors, cher Franck, où en êtes-vous? Parce que j'ai regardé, vous avez un certain nombre d'engagements. Création d'une plateforme, systématisation de l'enregistrement des naissances à l'état civil, système d'alerte de détection des nouveau-nés. Où en êtes-vous au niveau de ces engagements? Alors, les engagements que nous avons pris dès le départ, si vous voulez, nous sommes à mi-chemin. Vous savez, d'abord, le processus de l'enregistrement des naissances, c'est un processus continu. Oui. Il n'y a pas, j'allais dire, non, on a une date butoir, c'est 2030, fixée par les ODD, mais en fait, c'est un processus qui va de longue haleine. Et ce n'est pas, j'allais dire, du jour au lendemain que les choses vont changer. Ça, il faut être très réaliste par rapport à ça. Tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, il faut aussi savoir, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, l'état civil, l'enregistrement des naissances, c'est un sujet, c'est une prérogative de l'État. Oui. C'est un sujet régalien. Oui. Donc, aucune structure privée, ou quelle qu'elle soit, ne peut se substituer à l'État pour faire son travail. Donc ça, on est, nous, dans un processus d'accompagnement des États. Comme l'a bien indiqué Marc, lorsqu'il y a une réelle volonté politique de s'attaquer à ce problème et de faire en sorte que ce fléau disparaisse. Donc, on s'inscrit dans les agendas politiques des États, en laissant autant que faire se peut, en accompagnant non seulement les États, mais tous les grands acteurs qui sont intéressés par la question de l'identification. Je veux parler des acteurs internationaux, l'UNICEF, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'OMS pour la santé, et puis même l'UNESCO pour l'éducation, et puis toute la myriade d'organisations de la société civile qui, sur le terrain, accompagnent le terrain, font de petites actions, de micro-actions pour aider justement à faire en sorte de sensibiliser les populations sur l'importance de l'enregistrement des naissances, les accompagner. Et notre idée pour nous, c'est de faire en sorte, c'est de mobiliser des fonds essentiellement privés pour accompagner justement ces activités, ces micro-activités. Nous avons, en ce moment, nous travaillons un peu sur Madagascar, ou du moins on a un projet à Madagascar, un projet également dans la région du nord-ouest du Cameroun, la région nord-ouest du Cameroun. Donc nous sommes encore aux prémices, j'allais dire, de ce que nous pourrons faire, mais dans un premier temps, ce qui nous importe le plus, c'est d'abord de régler la question des formalités de notre structure avant de pouvoir aller de l'avant. D'accord. Alors, messieurs, il ne nous reste plus assez de temps. Donc, je vais vous demander, je vais commencer par Marc, quelles sont vos limites? Pas les difficultés, mais limites. La même question que je vous pose. Alors, les limites pour l'instant, et je veux vraiment faire le lien avec ce que fait André Franck, les limites de la technologie biométrique sont pour la prise de biométrie des enfants. Et notamment dans l'enregistrement des naissances, on sait que d'un point de vue technologique, la prise de la biométrie de l'enfant est une problématique qui n'a pas encore été réglée, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir prendre la biométrie d'un enfant et pouvoir la vérifier quand vous avez 20 ans, 30 ans. Alors, ce serait possible avec parce que ça change après. Voilà, ce serait possible avec un prélèvement biologiquement, ADN, ça change. Très honnêtement, ça me semblerait assez choquant comme processus. Mais prendre les empreintes ou les iris d'un enfant ou même son visage, ça va tellement évoluer au cours de l'adolescence notamment que par une seule prise en tant qu'enfant, vous n'allez pas pouvoir comme ça avoir la biométrie de quelqu'un sur l'intégralité de sa vie. Donc il y a des technologies, il y a un certain nombre
de choses qui existent, la prise de l'empreinte palmaire, la prise de l'empreinte du pied, etc., qui sont des technologies assez prometteuses. Maintenant, on saura ça dans 15-20 ans si effectivement c'était aussi efficace qu'on le sait. Il y a forcément le temps que ça se réalise. Donc voilà, la prise de la biométrie pour les enfants est un sujet qui est extrêmement complexe. Aujourd'hui, la techno n'est pas complètement prête pour vraiment faire ça de manière efficace. Vraiment, c'est pour vraiment être sur le lien avec ce que fait André Franck, sur l'enregistrement, à l'état civil. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'enregistrement, on va dire, papier manuel, qui est extrêmement important à pousser. Il ne faut pas attendre la technologie, il faut vraiment aller dans cet enregistrement-là maintenant, de manière physique, on va dire. Voilà. Et cette limite, elle vaut pour l'Afrique ou pour tous? Non, c'est une limite qui vaut pour tous. Alors après, la technologie va très très vite, hein, donc on peut imaginer que dans les années qui suivent, qui viennent, il y aura des technos qui seront satisfaisantes. Mais effectivement, on est quand même face à quelque chose qui, quand on prend la biométrie d'une personne à 1 an, pour prouver qu'on avait raison et que quand il aura 20-25 ans, ça pourra fonctionner, il faut attendre. D'accord. Et Franck? Alors pour moi, je crois que c'est... alors, il faut bien comprendre que l'état civil, comme l'a dit, vient de corroborer Marc, ne peut pas se passer pour l'instant encore sur le continent africain du papier. On est dans une solution aujourd'hui hybride. Il faudra utiliser les deux solutions, et le papier et les innovations technologiques telles qu'il vient de le présenter, mais aussi en associant, en faisant en sorte que l'état civil se rapproche des usagers, et que ce ne soit plus les usagers qui aillent vers l'état civil. Et c'est ce qui nous permet, la technologie. La technologie va vers l'usager. Va vers l'usager, et c'est plus nécessairement l'usager qui va vers le. Et aussi rapprocher l'état civil des formations sanitaires, donc des hôpitaux, des dispensaires, pour que justement les personnes, puisque c'est là principalement, hormis les femmes qui accouchent à domicile, c'est là principalement que naissent les nouveau-nés. Et que dans ces formations sanitaires, on puisse implanter des centres d'état civil. Ça se fait dans certains pays africains. Et les marchés, Franck? Pardon? Les marchés. Les marchés? Les marchés. Ah, les marchés. Souvent, en général, les femmes... Alors, attention, il faut aussi que ça suive, il y a une certaine, j'allais dire, il y a des formalités bien précises. Hein. L'état civil, c'est vrai, doit aller vers ou du moins, l'état civil doit aller vers les mamans, souvent elles sont là avec leur bébé sous les tables. Oui, tout à fait, mais il y a ce qu'on appelle des audiences, foraines. Les audiences foraines, c'est le fait aussi qu'à un endroit déterminé, le procureur, le médecin est là pour enregistrer la déclaration de naissance des enfants qui ne l'ont pas été. Il faut donc le rapprochement des formations sanitaires. Il y a un protocole à respecter quand même. Oui, il y a quand même un protocole à respecter, sinon on ferait un peu n'importe quoi. Voilà. Et aussi, et puis aussi profiter aussi du moment où les enfants sont vaccinés, la vaccination. Oui. Pour sensibiliser aussi les mères sur le fait que c'est important. Donc accompagner les campagnes de vaccination aux campagnes aux campagnes, tout à fait, aux campagnes d'enregistrement des naissances. Il faut coupler les deux. Je crois que ça c'est important. Et puis je pense que la technologie nous rapproche aujourd'hui. Donc on ne peut plus faire... Donc c'est globalisé maintenant. Oui, on ne peut plus faire l'état civil sans tenir compte des innovations technologiques. Ça, c'est une donnée qui est intégrée. Et comme l'a si bien rappelé Marc, c'est intégré par une population. Mais attention, en faisant en sorte que ce ne soit pas un instrument de tri et d'exclusion. Il faut plutôt que ce soit un instrument qui permette, premièrement, aux citoyens d'avoir accès à leurs droits. Deux, que ça permette effectivement, ça favorise l'inclusion. Que ça favorise également la stabilité des relations sociales sur les territoires. Est-ce que vous le dites souvent aux populations ou aux États? Justement, c'est un peu dans le plaidoyer que nous faisons en direction des États et en direction des populations. Faisons en sorte de bien comprendre qu'un enfant qui est déclaré à l'état civil, c'est un enfant qui pourra jouir de ses droits et qui pourra jouir également de ses libertés fondamentales. C'est un enfant qui aura un peu la maîtrise de son destin. Oui. Et qui pourra continuer ses études, qui pourra avoir accès aux soins de santé, aux aides sociales éventuellement qui sont mises en place par l'État. Parce que derrière ça, il y a des violences, il y a les jeunes enfants qui sont enrôlés dans les guerres, violences contre les femmes. Tout à fait.
les enfants de rue. Et effectivement, vous le dites si bien, c'est aussi un moyen qui permet j'allais dire, d'agir contre toutes les formes de discrimination, Oui. toutes celles donc, que vous venez de citer. Si on n'est pas enregistré, on est sujet à toutes ces formes de discrimination. Et on est enrôlé, comme vous dites, ou embrigadé, exposé voilà, à toutes les discriminations. Sans protection voilà, de l'État. Sans protection de l'État, bien sûr, tout à fait. Et Marc, vos succès alors? Alors, nos succès, principalement, je dirais que c'est les projets dont j'ai parlé, hein, donc l'enregistrement des militaires en Guinée, le contrôle de l'élection présidentielle au Ghana. Au Ghana, oui. La RDC avec la RDC, voilà, exactement, sur lequel on est aussi en train de travailler sur le contrôle des armes, qui est un projet sur lequel on travaille actuellement. Alors, est-ce qu'il va se conclure ou pas, ça reste à voir, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de faire en sorte qu'il y ait un contrôle bénéfique. Et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important. De voir que cette technologie-là, nous, on cherche vraiment à travailler sur des projets qui bénéficient à la population, qui bénéficient aux États et qui permet justement d'être dans quelque chose de plus sûr, de plus contrôlé. Et je pense que nos principaux succès, c'est quand justement on arrive à mettre en place un projet, à mettre en place quelque chose qui va bénéficier à la population. Par exemple, on est aussi en train de travailler sur des sujets pour les étudiants, oui. Où l'idée c'est l'octroi des bourses. Voilà, de leur fournir leurs droits, de leur permettre d'exercer leurs droits. Par exemple, les étudiants guinéens expatriés boursiers, faire en sorte qu'ils soient bien enregistrés et qu'on pour faciliter l'octroi des bourses, voilà, de leurs bourses. Ou alors, on travaille aussi sur des sujets de droits sociaux, comme les filets sociaux au Cameroun. On travaille sur ce sujet-là pour permettre aux gens qui ont le droit à ce type d'allocation de pouvoir les toucher, d'être bien certain que ce sont eux qui les touchent et pas quelqu'un d'autre. Et là, on sait qu'on fait quelque chose de bien et qui va dans le sens du progrès pour tout le monde. Voilà, nos plus grands succès, c'est ça. Et en matière de passeport, est-ce que vous avez déjà travaillé avec certains États africains? On n'a pas travaillé sur des passeports. On a travaillé sur le contrôle des passeports, c'est-à-dire qu'on sait contrôler les passeports de n'importe quelle nationalité, aller récupérer les données que les passeports contiennent et puis ensuite derrière permettre de vérifier que... Comment vous faites cette vérification? Qu'est-ce qui démontre qu'un passeport est... Alors un passeport, en fait, il y a un certain nombre de choses sur le passeport qu'on peut contrôler déjà pour vérifier l'authenticité d'un passeport. Ensuite, il y a cette petite bande en dessous de la photo avec des petits chevrons qu'on appelle la bande MRZ, donc, qui en anglais se dit Machine Readable Zone, donc c'est reconnaissance optique de caractère. En fait, on sait lire cette bande et dans les données de cette bande, en fait, on a une clé qui nous permet d'accéder à la puce du passeport, donc aux données de la puce. Et donc, déjà, tout ce processus-là, vérifier que la bande MRZ elle est correcte, vérifier les données sur le passeport, vérifier les données de la puce, on est capable de donner l'authenticité d'un passeport. Et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré les données du passeport, on va pouvoir récupérer la photo. En fonction des autorisations qui auront été données par l'État, on pourra récupérer les empreintes digitales et là, faire de la comparaison. Donc, voilà, quelqu'un qui aurait le passeport de quelqu'un d'autre, avec une photo de quelqu'un d'autre, on va faire une reconnaissance faciale, ça ne passera pas. D'accord. Et puis après, la vérification d'empreintes, effectivement. Eh bien, merci messieurs d'être venus sur le plateau de Global Africa pour cette belle émission. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci. Et donc, merci encore. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Retrouvez votre émission en replay sur la chaîne Global et la plateforme en ligne Global Africa. C'était Carmen Févillier, toujours avec le même plaisir. Je recevais M. Marc Pipers, DG, directeur général de Copernic, et M. André-Franck Aono, délégué général de Urgence Identité Afrique. Et donc, autour de la problématique, évidemment, de l'identification des personnes en Afrique. À très vite avec un nouvel invité sur Global Africa, la chaîne de l'Afrique qui bouge. Et donc, merci de nous rester fidèles et à très bientôt. Au revoir.